Le monde n'est pas contrôlé par ceux que vous voyez à la télévision. Il est contrôlé par ceux qui financent ce que la télévision ne peut pas critiquer. Depuis plus de 5 siècles, les mêmes mécanismes se répètent. Les noms changent, les visages changent. Mais la méthode reste la même. Un réseau existe. Il est légal, il est discret. Et vous en faites partie sans le savoir. Dans cette vidéo, vous n'allez pas entendre une théorie du complot. Vous allez comprendre un mécanisme historique réel. Un système invisible qui transforme l'argent en pouvoir et le pouvoir en structure durable. Pour comprendre comment certaines dynasties influencent encore l'économie mondiale aujourd'hui, il faut remonter bien avant les milliardaires modernes, bien avant Wall Street, bien avant la Silicon Valley. Il faut revenir 500 ans en arrière, dans une ville qui allait changer le monde, Florence. À la fin du XIVe siècle, l'Europe est dominée par des rois, des papes et des guerres incessantes. Mais à Florence, une famille comprend quelque chose que les autres ignorent encore, les Médicis. En 1397, Giovanni di Bicci de Médicis fonde une banque. Rien d'extraordinaire en apparence, mais il comprend une règle fondamentale. Celui qui finance le pouvoir devient le pouvoir. À cette époque, l'Église interdit l'usure. Prêter de l'argent avec intérêt est un péché. Les Médicis contournent l'interdit en inventant des mécanismes financiers complexes, où les intérêts sont dissimulés dans les taux de change. C'est légal, c'est discret, et c'est révolutionnaire. En quelques décennies, le Banco Médicis devient la plus grande institution financière d'Europe. Il finance les papes, il finance les rois, il finance les guerres, mais leur véritable génie n'est pas d'accumuler de l'or. C'est de transformer cette richesse en influence politique et culturelle. Cosimo de Médicis gouverne Florence sans jamais porter de couronne, sans titre officiel, sans armée personnelle. Il contrôle la ville en contrôlant les finances de ceux qui détiennent le pouvoir visible. Mais une erreur va tout faire basculer. Les Médicis rendent leur puissance trop visible. Ils investissent massivement dans l'art, la gloire, la politique. Ils négligent la gestion prudente de leur réseau financier. En 1404-14, le Banco Médicis s'effondre. La dynastie disparaît presque du jour au lendemain. La leçon est claire. Pour survivre, une dynastie doit équilibrer pouvoir visible et stratégie financière invisible. Et c'est exactement là que l'histoire bascule. Pendant que les Médicis chutent en Italie, une nouvelle famille observe attentivement leurs erreurs, à des centaines de kilomètres de là. Dans le ghetto juif de Francfort, Mayer Amschel Rothschild naît en 1744. Il ne cherche pas à dominer une ville. Il pense plus grand. Sa stratégie est simple, mais radicale. Il envoie ses 5 fils dans les capitales clés de l'Europe, Londres, Paris, Vienne, Naples et Francfort. Pas pour conquérir, pour connecter. Les Rothschild ne construisent pas un empire territorial. Ils construisent un réseau financier transnational. Un réseau que l'on ne peut pas détruire en attaquant un seul point. En 1815, l'Europe est en guerre contre Napoléon. Nathan Mayer Rothschild, basé à Londres, finance presque à lui seul l'effort de guerre britannique. Cette année-là, la famille prête près de 10 millions de livres sterling aux alliés du Royaume-Uni. À l'époque, une somme colossale. Une légende affirme que Nathan Rothschild aurait manipulé les marchés grâce à une information anticipée sur la bataille de Waterloo. Les historiens sérieux s'accordent aujourd'hui sur un point. Cette histoire est largement exagérée, voire fausse. La réalité est plus subtile et plus intéressante. Le véritable pouvoir des Rothschild ne réside pas dans un coup de génie isolé, mais dans leur réseau d'information, de confiance et de liquidité. Le vrai pouvoir n'est pas l'information, c'est le réseau qui la transporte. Pendant tout le XIXe siècle, la famille Rothschild devient la plus riche du monde. Mais contrairement aux Médicis, elle reste discrète, fragmentée, résiliente. Aujourd'hui, leur fortune est dispersée entre des centaines de descendants, loin des fantasmes de contrôle total. Mais si vous pensez que l'influence dynastique a disparu, regardez les chiffres contemporains. Selon les données financières actuelles, les 25 familles les plus riches du monde contrôlent près de 3 000 milliards de dollars de richesses combinées. En une seule année, ces dynasties ont ajouté des centaines de milliards à leur patrimoine. La famille Walton, héritière de Walmart, domine le classement.
Les familles royales du Golfe contrôlent des montants comparables grâce au pétrole et aux investissements stratégiques. Mais la différence majeure avec les dynasties du passé est structurelle. Ces familles ne possèdent pas seulement des entreprises, elles possèdent des systèmes, des holdings, des bureaux familiaux, des structures conçues pour accumuler, protéger et transmettre le pouvoir sur plusieurs générations. Et c'est ici que le mécanisme devient vraiment intéressant. Prenez l'exemple de John D. Rockefeller. En 1870, il fonde Standard Oil. En quelques décennies, il contrôle la majorité du pétrole américain. En 1911, la Cour suprême des États-Unis démantèle Standard Oil pour violation des lois antitrust. L'empire est censé disparaître, mais il ne disparaît pas. Il se multiplie. Exxon, Chevron, Mobil. L'empire n'a pas été détruit. Il a été optimisé. Rockefeller comprend quelque chose que peu de gens saisissent encore aujourd'hui. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la possession directe d'entreprises, mais dans le contrôle des systèmes qui les gouvernent. Quelques années plus tard, une crise financière frappe les États-Unis. En 1907, JP Morgan coordonne personnellement les grandes banques pour stabiliser l'économie. Un homme sauve le système. La leçon est inquiétante et immédiate. Si un individu peut stabiliser l'économie, alors le système doit être institutionnalisé. En 1913, la Réserve fédérale américaine est créée. Aujourd'hui, la fortune personnelle des descendants Rockefeller est relativement modeste comparée aux géants modernes. Mais leur influence se manifeste ailleurs, dans les universités, dans la recherche scientifique, dans la santé publique, dans les fondations philanthropiques. Le pouvoir moderne ne s'exerce plus par la propriété directe. Il s'exerce par l'influence institutionnelle. Les fondations privées orientent les priorités de recherche. Les gestionnaires d'actifs votent dans les conseils d'administration. Les réseaux financiers influencent les politiques économiques sans jamais apparaître en première ligne. Et c'est ici que la question devient inconfortable. Qui décide? Qui vote? Qui finance les experts qui conseillent les gouvernements? Dans le monde d'aujourd'hui, le pouvoir dynastique ne ressemble plus à celui des Médicis ou des Rothschild. Il est plus diffus, plus complexe, plus légal. Prenez la famille Johnson, propriétaire de Fidelity Investments. Leur richesse personnelle est impressionnante, mais leur véritable influence réside dans le fait que Fidelity gère des milliers de milliards de dollars d'actifs. L'épargne, les retraites, les investissements de millions de personnes. Ce n'est plus une question de richesse individuelle. C'est une question de contrôle systémique. Les familles Ambani, Hermès, Koch suivent des logiques similaires. Transformer la richesse en infrastructure de pouvoir capable de traverser les générations. Le réseau caché n'est pas secret. Il est structurel. Il ne repose pas sur une cabale obscure, mais sur des mécanismes légaux, des institutions et des règles souvent incomprises du grand public. La concentration de la richesse mondiale est un fait. Les 10% les plus riches contrôlent la majorité du patrimoine global. Ce n'est pas un accident. C'est le résultat de stratégies dynastiques perfectionnées sur 5 siècles. Contrôle des institutions financières. Investissement multigénérationnel. Philanthropie stratégique. Influence politique indirecte. La leçon historique est claire. Les dynasties qui survivent ne sont pas celles qui accumulent le plus de richesses visibles. Ce sont celles qui construisent les systèmes invisibles qui perpétuent leur influence. Les Médicis ont échoué parce qu'ils ont trop montré leur pouvoir. Les Rothschild ont survécu en se dispersant et en restant discrets. Les Rockefeller ont transcendé la richesse personnelle en créant des institutions durables. Aujourd'hui, les dynasties modernes ne gouvernent plus des villes. Elles contrôlent les infrastructures qui sous-tendent l'économie mondiale. Alors, si vous voulez comprendre qui façonne réellement notre monde, ne regardez pas les classements de milliardaires individuels. Regardez les structures, les réseaux, les systèmes. Le réseau caché existe. Il n'est pas conspirateur. Il est structurel. Et il fonctionne depuis plus de 500 ans. Si cette analyse vous a permis de voir le monde différemment, abonnez-vous. Parce que comprendre ces mécanismes, c'est le premier pas vers une société plus lucide. Et maintenant, dites-moi en commentaire, ce système vous semble-t-il inévitable ou peut-il être réformé ?